Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Masson, directeur d'Inverto France. Il va nous expliquer ce que change la directive sur le devoir de vigilance adopté par l'Union européenne le 1er décembre dernier. Le débat de ce Smart Impact portera sur l'entrepreneuriat au féminin avec les résultats du prix Créatrice d'avenir. La présidente de l'association, la lauréate de la catégorie entreprises responsables seront mes invités. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Bisco qui utilise du byssus de moule pour créer des fibres textiles. Mais au fait, c'est quoi le byssus de moule? Pour le savoir, pour rester jusqu'à la fin de ce Smart Impact. Allez, c'est parti. Bonjour Jean-Pierre Masson, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Inverto France, c'est la filiale du Boston Consulting Group qui est spécialisée dans les achats et la chaîne d'approvisionnement. Et vous avez réalisé une étude sur les achats durables qui va nous permettre d'éclairer les conséquences de cette nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance. Mais j'aime bien faire de la pédagogie dans cette émission. Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance s'inscrit dans la transition de l'Union européenne dans une économie plus durable. Donc elle va obliger les entreprises de l'Union, mais également les entreprises qui ont une activité commerciale dans l'Union européenne, de s'assurer des droits humains, du respect des droits humains, mais également de limiter les impacts de leur chaîne d'approvisionnement sur l'environnement. Alors, ce devoir de vigilance, il existe depuis plusieurs années. Elle change quoi, la directive qui a été adoptée début décembre? La directive européenne donne un cadre beaucoup plus harmonisé pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, effectivement, ce devoir de vigilance a des formes plutôt hétérogènes aujourd'hui au sein des différents marchés. On en retrouve un également en France. On en a un qui démarre uniquement là maintenant le 1er janvier 2023 en Allemagne, qui s'appelle le Supply Chain Act. Pour la France, ce qui est différent, on dira que ce sont les critères d'assujettissement des entreprises. Donc en France, pour le moment, ce sont uniquement les grandes entreprises qui sont impliquées, donc les entreprises ayant plus de 5000 salariés en France, ou 10 000 dans le monde. Est-ce que c'est plutôt sur les achats ou la politique d'achat que porte justement la responsabilité de cette mise en conformité? Les achats se retrouvent effectivement au centre des entreprises pour mettre en application ce devoir de vigilance. Les achats et la supply chain. Donc, puisque les achats se retrouvent effectivement dans le cadre de la construction de cette chaîne d'approvisionnement, en collaboration avec les partenaires commerciaux, avec les fournisseurs, pour construire cette chaîne d'approvisionnement. Alors, vous avez justement réalisé une étude sur les achats durables, le point de vue des entreprises face à ces enjeux. Peut-être la leçon générale de cette étude, c'est quoi? La leçon générale, c'est que les entreprises ont commencé à se transformer pour de mieux en mieux considérer cet impact de développement durable et de croissance durable au sein de leur politique. Néanmoins, on voit encore des certaines disparités d'une industrie à l'autre. Par exemple, on voit que sur l'aspect de l'intégration dans les spécificités ou dans les cahiers des charges, ne sont pas systématiquement intégrées des clauses de développement durable. Alors, il y a des éléments qui sont vraiment intéressants dans cette étude. Par exemple, les entreprises qui disent on est à 66%, on gère les problématiques de développement durable uniquement parce que la législation les y oblige. Oui, effectivement. Donc c'est à la fois, on peut se dire c'est dommage, il faudrait avoir une volonté, mais bon. Mais surtout, c'est intéressant sur le levier réglementaire, l'importance finalement du levier réglementaire, que ce soit au niveau de l'État français ou au niveau européen. Le levier réglementaire aujourd'hui donne cette impulsion aux entreprises, mais aujourd'hui elles prennent conscience aussi, il y a une véritable prise de conscience que ce levier réglementaire et que le développement durable et les impacts environnementaux deviennent un effet aussi de croissance pour ces entreprises. Et ce que donnera justement comme impulsion cette directive européenne, c'est de devenir aussi un acteur de ce changement, un acteur et aussi différenciant pour les entreprises dans le cadre de ces développements. Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire que cette directive, c'est une opportunité, notamment pour les entreprises françaises? C'est évidemment une opportunité, puisque les entreprises de l'Union européenne, les entreprises françaises auront justement cet argument et ce critère différenciant pour s'imposer comme un partenaire privilégié, un partenaire commercial pour nos entreprises. Je ne sais pas si on a la comparaison, le benchmark sur ces questions-là, mais est-ce que les entreprises françaises sont plutôt
mieux disantes ou un peu plus avancées face à ce devoir de vigilance que d'autres entreprises européennes? On trouve par exemple dans les pays nordiques une certaine avancée. On voit effectivement en Allemagne ce Supply Chain Act qui se lance. On a en Angleterre, certes pas l'Union européenne ou plus l'Union européenne, on voit effectivement aussi ce qu'on appelle le Modern Slavery Act, plutôt centré d'ailleurs sur le respect des droits humains. Donc la France n'est pas nécessairement en avance. Pour autant, elle est dans ce mouvement. Alors, il y a un autre élément de l'étude qui m'a beaucoup intéressé, cette idée, le principal objectif en développement durable, pour 75% des entreprises interrogées, c'est de faire adhérer leurs fournisseurs à un code de conduite, ce qui peut paraître peu astreignant alors que leur responsabilité civile est engagée. Ça, c'est vraiment, je cite votre étude. Il y a deux éléments. Et la notion de responsabilité civile, on va y revenir. Mais il y a le fait de déléguer finalement ce devoir de vigilance aux fournisseurs. Est-ce que c'est un réflexe parfois? Est-ce que ça pose pas un souci? On sait bien, on en parle souvent dans cette émission, que ces engagements en matière de développement durable, de RSE en général, ils sont scrutés. Ils sont scrutés par les talents, ils sont scrutés par les ONG, ils sont scrutés même par les investisseurs. Donc il y a quand même une question de cohérence. Je ne parlerai pas de délégation, mais plutôt d'intégration. C'est-à-dire que quand on parle de chaîne d'approvisionnement, on parle évidemment de ce maillage et de cette collaboration entre les partenaires commerciaux, les filiales, les fournisseurs, aussi bien de services que de matières premières. Donc ce maillage prend en fait sens avec ce devoir de vigilance. Donc ce devoir de vigilance va simplement mieux faire collaborer aujourd'hui ces acteurs pour délivrer en fait justement ce devoir de vigilance. Et puis alors dans cette citation, il y a un élément, attention à ne pas se dire on délègue donc on est tranquille, quoi. La responsabilité civile est engagée. C'est clairement pas de la délégation, puisque la responsabilité civile reste sur l'entreprise qui y est assujettie. Donc sa responsabilité civile est engagée. Et ce qu'apporte notamment ce devoir de vigilance, autant en France, on parlait de la France tout à l'heure, autant la charge de la preuve devait être portée par la victime ou les ONG qui portaient le dossier. Dorénavant, à travers ce devoir de vigilance, l'entreprise sera elle-même sous la responsabilité de porter cette preuve. Vous conseillez au BCG, mais aussi chez Inverto France, des grands groupes, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. C'est forcément disparate, le degré de préparation. Il y a vraiment des très grandes différences. Il y a des différences, et il y a des différences puisque les activités ne sont pas les mêmes. Donc on voit bien qu'un industriel du textile, avec ses approvisionnements de coton, de fil ou de tissu, ou un fournisseur de services type de transport, n'est pas nécessairement impliqué de la même manière sur ces obligations de devoir de vigilance, et parce que leur activité et l'activité de leurs sous-traitants ne se matérialisent pas avec les mêmes impacts sur les devoirs de respect humains et également environnementaux. Alors c'est peut-être une erreur, mais est-ce que plus on est grand et plus on est globalisé, mondialisé, plus on a dû intégrer le devoir de vigilance depuis longtemps? Oui, parce que effectivement, donc on retrouve plusieurs réglementations à travers différents pays qui fait que pour se mettre en adéquation au maximum de l'ensemble de son commerce mondialisé, il fallait se mettre au meilleur niveau. Alors là aussi, la réponse ne peut pas être monolithique, mais ça prend combien de temps de se mettre en conformité face à ce devoir de vigilance? Ça prendra quelques temps. Déjà, ce devoir de vigilance... En mois, en années? Ça se passera en plusieurs mois, probablement quelques petites années. Mais donc ce devoir de vigilance, aujourd'hui, il a été voté au Conseil européen. Il passe au Parlement. Les négociations commencent au Parlement à partir de l'été. Et ensuite, donc, ça solidarisera les États de l'Union européenne autour de ce devoir de vigilance. Mais ce ne sera qu'ensuite que ce devoir de vigilance s'inscrira et se découlera au sein de la loi de chacun des États membres. Avec, évidemment, je reviens à la question des groupes, des grands groupes globalisés. C'est la difficulté quand on a des réglementations, même des cultures, des religions, pour dire les choses différentes, quoi. C'est comment donner une cohérence à ces engagements, parce que le devoir de vigilance, vous nous l'avez dit, rejoint les engagements en matière de développement durable ou des engagements. Les entreprises, elles doivent l'anticiper, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans ce mouvement, les entreprises l'anticipent, et nous les accompagnons justement sur 3 niveaux. Sur un premier niveau qui est sur la définition des produits, la définition des services, comment mieux intégrer ces critères de devoir de vigilance dans cette définition. Sur un deuxième niveau qui est plutôt autour justement de la définition de la création de ces chaînes d'approvisionnement, quels fournisseurs, quels partenaires commerciaux, et sur un troisième niveau, le pilotage de cette performance. Et alors, si on va au contraire, on est parti du plus grand vers le plus petit,
Il y a forcément une question de moyens, donc, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la délégation aux fournisseurs. Oui. Pour une petite entreprise, c'est forcément plus difficile de se mettre en conformité, ou pas forcément, justement parce qu'elle est à son niveau. Elle sera embarquée dans un mouvement global, donc elle bénéficiera de ce mouvement. Et mais alors on va en laisser certaines sur le bord du chemin, il est prévu dans cette directive, en tout cas il est demandé, il est attendu des plus grandes entreprises d'accompagner les plus petites. D'accord. Donc il est explicitement justement prévu et attendu des plus grandes entreprises de faire cet accompagnement. Dernier mot, si on parle aussi de la chaîne de valeur d'un produit, parce que finalement ça se rejoint. Transformer la chaîne de valeur d'un produit et s'assurer du respect du devoir de vigilance sur l'ensemble de la chaîne, ça peut être un casse-tête. Ça l'est, puisque donc on parlait des différentes industries, donc la complexité aujourd'hui d'une supply chain peut être extrêmement complexe. Donc si on part dans l'industrie pharmaceutique, entre les principes actifs, entre le packaging, entre le transport, les entrepôts qui sont étalés à travers le monde, donc effectivement ça peut être une complexité accrue. Donc c'est pour ça que d'avoir un cadre plus harmonisé permettra cette avancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, les créatrices d'avenir à l'honneur. Je vous présente tout de suite mes invités pour le débat de ce Smart Impact. Francine Savidan, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente porte-parole de Créatrices d'Avenir. À vos côtés, Charlotte Leluc, bonjour. Bonjour. Bienvenue, la fondatrice de Bande de Chefs. Et vous avez remporté le trophée 2022 Créatrices d'Avenir dans la catégorie Entreprise responsable. On va évidemment détailler tout ça. C'est quoi Créatrices d'Avenir ? Créatrices d'Avenir, c'est un superbe concours qui a été organisé au niveau régional sur l'initiative à la fois de la région et de la préfecture de région dans le cadre d'un plan d'action sur l'égalité des hommes et des femmes qui partait d'un constat qui est malheureusement toujours de rigueur, c'est que les femmes sont beaucoup moins créatrices d'entreprises que les hommes. Donc l'idée, c'était de donner de la visibilité aux femmes qui créent les entreprises, les mettre en valeur et donner ainsi envie à toutes les femmes de la région de créer, ou toutes celles qui ont un projet de créer leur entreprise. Vous êtes également présidente d'Initiative Île-de-France, qui aide les entrepreneuses et les entrepreneurs. L'objectif, c'est quoi ? C'est de donner de la pérennité, de la longévité aux projets que vous accompagnez ? Alors, de façon générale, Initiative, effectivement, son idée, c'est l'accompagnement du créateur et du développeur d'entreprise. C'est-à-dire que nous écoutons leurs problématiques, nous les aidons à proposer leurs projets, à leur donner de la vie, nous les accompagnons et nous les finançons. Nous les accompagnons donc en amont, nous les finançons et nous les accompagnons en aval. Notre idée, c'est le lien à vie avec les entrepreneurs. C'est une belle promesse. C'est quoi Bande de Chefs ? Alors, Traiteur solidaire, c'est ça ? Exactement, traiteur solidaire et éco-responsable, traiteur avec un engagement donc social, mais voire, on en rediscutait avec Francine avant d'arriver sur votre plateau, sociétal, parce qu'en fait l'objectif c'est de permettre à des femmes réfugiées d'avoir accès à un emploi, donc à une activité salariée pour un tremplin, pour une inclusion dans la société d'accueil, actuellement la société française. On travaille dans une démarche 360 degrés environnementale, c'est-à-dire que notre cuisine est 100% maison, nos produits 100% de saison, cherchés en circuit court, localement. Donc on a une offre culinaire qui est vraiment une offre culinaire fusion avec ces produits locaux. Dont on les achète mais en souvent Île-de-France. des cuisines de l'inspiration qui vient de loin. Alors comment vous conciliez ça ? Exactement, c'est un travail de recherche. On prend un malin plaisir en cuisine, c'est notre R&D à nous en quelque sorte, à créer des recettes zéro déchet avec des produits locaux et sur la base de recettes avec des épices et des herbes fraîches en provenance des pays d'origine de nos chefs. Et vous remportez donc ce trophée dans la catégorie entreprise responsable. Comment ça marche, Francine Savidan ? Il y a d'abord un vote du jury, je crois, un premier tri en quelque sorte, et puis ensuite, un vote du public et ensuite un vote du jury, c'est ça ? Je vais vous expliquer. Effectivement, c'est un concours qui se déroule sur 6 mois. Pendant 6 mois, nous collectons les dossiers des créatrices qui se présentent et qui ont le courage et l'audace d'ailleurs de challenger leur projet. On a reçu cette année 377, on a sélectionné 377 dossiers et sur ces 377 dossiers, nous avons eu 14 lauréates dans des catégories bien différentes.
dont nous avons ici une représentante, mais nous avons une catégorie audace, nous avons une catégorie développement durable. On est entièrement en prise avec la modernité des activités économiques. Donc, il y a des jurys départementaux dans toute l'Île-de-France et un grand jury régional qui nous permettent d'aboutir à cette sélection de candidates. Mais nous avons aussi un jury grand public, c'est-à-dire que le public peut voter pour fixer et donner un prix à une catégorie qui s'appelle grand public. D'accord, très bien, j'ai bien compris. Pourquoi Bande de chefs? Qu'est-ce qui vous a séduit ou qu'est-ce qui a séduit le jury d'ailleurs? Alors, on est très attaché à la personne qui crée son entreprise et à ce que l'on donne comme critère pour une femme capable d'assumer la responsabilité d'une entreprise. Donc nous prenons en considération la personne et nous prenons en considération bien sûr le projet financier, le projet de développement, sa valeur humaine et sa valeur sociale. C'est ce qui fait que le prix a été remporté cette année dans cette catégorie. Et alors, vous l'avez dit, il y a une question de financement, d'accompagnement. Donc, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Dans les prochains mois, en tout cas pour Créatrices d'avenir, il va y avoir un accompagnement. Alors, il y a eu déjà, je vous le confirme, une somme. Alors, c'est combien? Prix qui est de 4 500 €. Ça fait du bien, 4 500 €. Oui. J'y reviens après, si vous voulez bien. Un accompagnement dont vous allez pouvoir parler et une mise en réseau. Et nous avons l'ambition, à terme, mais maintenant très vite, de créer un énorme réseau des anciennes. Nous avons quand même 80 lauréates qui ont été désignées sur 10 ans. Alors justement, Charlotte Leluc, cet argent, cet accompagnement, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que ça change pour une entreprise comme la vôtre? Alors c'est précieux pour nous, 4 500 €, parce qu'on est une jeune entreprise qui, certes, entreprise responsable, a un modèle économique qui est construit sur son autofinancement, donc son activité. On a une activité de traiteur, on est en capacité de proposer des prestations pour des grandes entreprises. On l'a fait récemment pour plusieurs centaines de personnes, par exemple des structures comme l'Organisation nationale des forêts, le Crédit agricole pour un événement RSE, des associations aussi, des grandes associations comme Emmaüs Solidarité. Donc ces activités, ces prestations de traiteurs complètes nous permettent un autofinancement, mais notre rentabilité est aussi de fait impactée par le fait qu'on travaille exclusivement en éco-responsabilité. Tous les produits bio, circuits courts, locaux, etc. coûtent plus cher que des produits classiques, il faut le savoir. Donc, ce sont des prestations de qualité, mais qui nous reviennent plus cher. Et puis, on a des personnes qui sont en formation. Donc, cette rentabilité étant impactée, on a aussi besoin de soutien, comme celui de Créatrices d'avenir, 4 500 € qui vont nous servir à faire des investissements dans du matériel professionnel de cuisine. Nous avions été aussi en amorçage, été financés par PIE, Paris Initiative Entreprise. Là, c'est une garantie, c'est un prêt d'honneur, excusez-moi, qui est garanti. Donc, c'est de l'argent qu'on rembourse, mais qui a été aussi accordé avec des facilités bancaires qui nous ont permis d'obtenir un emprunt. Et l'accompagnement, le crédit coopératif également. L'accompagnement, vous en Alors, on a un accompagnement par un partenaire de Créatrices d'avenir qui est l'agence Poussin, qui va nous donner un coup de main sur notre stratégie de communication, précieux aussi, parce qu'en tant que jeune entreprise, c'est difficile de se permettre financièrement toutes les compétences très techniques dont peut avoir besoin une entreprise en création. Je voudrais qu'on élargisse un petit peu sur cette question de l'entrepreneuriat au féminin, Francine Savidan. Il y a des initiatives, des associations comme les vôtres, il y a des fonds de financement qui se sont créés spécifiquement féminins, parce qu'effectivement, il y a un constat qui est de dire que quand c'est une femme qui présente un projet, il est moins bien accueilli, quoi. Il est moins bien financé. Est-ce que c'est en train de changer quand même? Ça change tout doucement. Tout doucement. Ça change tout doucement. En Île-de-France, on a 37% de création d'entreprises qui sont à l'initiative de femmes. L'objectif, c'est d'arriver à une parité, à 50%. Alors, on a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que les femmes ont encore des freins qui pèsent sur leur tête. Elles, peut-être aussi, elles ont des projets moins ambitieux parce qu'elles ne se sentent pas en grande confiance. Donc, notre but, nous, c'est de les mettre en confiance, de les valoriser pour leur donner cet esprit d'entreprise qu'elles ont, mais qu'elles ont parfois trop timidement. Puis, vous savez,
il y a encore les dictats sociaux. Mais c'est ce que et j'allais vous dire, peut-être il y le a langage intérieur. des siècles de patriarcat qui pèsent encore sur nos épaules, quoi. Donc, C'est vous qui le dites. mais non, mais c'est une réalité. Mais donc, parce que c'est intéressant, parce que vous nous dites il y a une part, enfin, ça vient parfois des femmes elles-mêmes, mais ça vient. Enfin, moi, j'ai eu un certain nombre, et puis je vous demanderai si ça vous est arrivé après, mais de témoignages sur ce plateau de femmes qui nous expliquaient comment ça se passait quand elles venaient pitcher un projet face à des investisseurs. Oui. Si elles étaient seules, c'était compliqué. Puis si elles étaient avec un co-fondateur masculin, quasiment certains ne parlaient qu'à l'homme, quoi. Bon, voilà, c'est aussi ça la réalité. Alors, dans le concours Créatrice d'avenir, nous leur apprenons à pitcher, par exemple. Bon. Très important. Je pense que d'ailleurs, je me souviens du pitch de madame. Il était tout à fait intéressant. Donc oui, on les aide à avoir confiance en elles et on les aide ensuite, grâce à l'accompagnement, donc vous voyez, qui nous a été décrit, à assurer la pérennité de leur entreprise. Puis derrière, il y a le réseau initiative. Vous savez que nous finançons la création, mais nous finançons aussi le développement de l'entreprise. Et nous sommes très attachés à un accompagnement par des experts bénévoles. Et je tenais à vous dire que ce concours Créatrice d'avenir contient en son sein 150 experts dans tous les domaines qui sont à toutes les étapes présents pour sélectionner les candidates, pour les aider, pour les conseiller et pour les appuyer. D'accord, et qui vont pouvoir les accompagner ensuite dans la durée. Cette question du financement, est-ce que vous avez été confronté à ça ou pas, hein? D'ailleurs, ce n'est pas une obligation. Du fait d'être une femme, oui. Moi, ce que je constate, c'est que, alors, d'une part, les initiatives comme celle du réseau initiative avec le concours est essentielle parce qu'effectivement, ça donne l'audace aux femmes de sortir un petit peu d'un carcan qu'on a depuis plusieurs siècles, en effet. Il y a la force de l'exemple aussi, montrer que on montre des femmes qui ont réussi et qui sont en train de créer leur entreprise. D'oser, je dirais, s'épanouir, sortir de sa coquille et vraiment donner tout son potentiel à des projets qui restent parfois enfermés. Moi, en tant ce dont je peux témoigner, c'est que ce que je ressens aujourd'hui, c'est une véritable sororité. Le monde s'est construit sur la fraternité. Et ce que je constate aujourd'hui dans mes relations professionnelles, qu'elles soient purement commerciales dans le cadre de la vente du traiteur, que ce soit dans le cadre de partenariats de financement, etc. J'ai une oreille très attentive de la part des femmes et je pense qu'aujourd'hui, collectivement, les femmes osent faire jouer cette sororité qui était inexistante avant, complètement écrasée. Oui, et ça passe notamment par des réseaux, c'est ce que vous nous expliquiez. Donc, vous comptez aussi sur ce réseau Créatrice d'avenir dans les mois, dans les années qui viennent. C'est-à-dire, vous savez que vous allez pouvoir faire appel à d'autres femmes qui ont déjà créé leur entreprise. C'est important pour vous ? Évidemment, parmi les finalistes, et puis pas uniquement les finalistes, mais les lauréates, il y a plusieurs entreprises avec lesquelles potentiellement on peut travailler. Il y a des femmes qui travaillent dans le vin, il y a des femmes qui travaillent dans tous les domaines. Donc c'est un véritable réseau sur lequel on peut s'appuyer, d'autant plus qu'on travaille en circuit court et localement, donc c'est précieux, puisque là, en l'occurrence, on est sur la région. Eh ben, merci beaucoup. Un tout dernier mot, allez-y. Quelque chose. Oui, nous avons une activité très intéressante que nous avons mise en œuvre dans le réseau Initiative, c'est Vie ma vie d'entrepreneuse. On permet à une jeune, ou une moins jeune, d'ailleurs une femme qui a envie de créer son entreprise, si elle veut voir ce que c'est que la vie d'une créatrice d'entreprise, eh bien nous lui donnons l'opportunité de suivre pendant un certain temps une entrepreneuse. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé. Ça passe toujours trop vite, les 12 minutes. C'est vrai. Merci beaucoup, on passe tout de suite à Smart Ideas. Est-ce que vous connaissez le byssus de moule ? Bah non. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Robin Maquet. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Bisco, créé en août 2021 avec Florence Baron. C'est d'abord une histoire de marin, de passionné de l'océan, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, quand j'étais encore en école d'ingénieur, après mes 2 premières années en alternance dans le groupe Beneteau, j'ai fait ma dernière année dans une écurie de course au large où j'étais co-skipper sur un trimaran de course. Et donc, pour faire le lien avec l'école d'ingénieur, eh bien, j'ai dressé le bilan carbone du bateau de course. Je me suis rendu compte que les émissions de CO2 était maximale sur les matières premières qu'on utilise à la fabrication du bateau. Et après l'étude de ces matières premières, je me suis rendu compte que 70% du bateau était fait de matériaux fibreux. Et donc, en cherchant des solutions alternatives dans la nature,
j'ai d'abord travaillé sur la soie d'araignée. Et comme je suis originaire de la baie du Mont-Saint-Michel, assez rapidement, je me suis intéressé au byssus de moule. J'ai récolté mes premiers lots et fabriqué les premiers prototypes. Alors, j'ai promis aux téléspectateurs d'expliquer. Moi, je ne savais pas que ça existait. C'est quoi le byssus de moule? Alors, le byssus de moule, c'est la fibre qui permet au moule de s'accrocher sur les rochers ou bien au pieu de culture. Donc, c'est une fibre. Ok, c'est une fibre. Et alors, comment on la transforme, quoi? Parce que c'est ça le projet, c'est utiliser cette matière première qui est naturelle pour en faire quoi? Des textiles? C'est ça votre projet, votre idée? Ouais, c'est ça. Alors déjà, il y a une grosse étape de collecte. Donc les producteurs de moules vendent des moules dites prêtes à cuire. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils lavent les moules et ils arrachent cette fibre de byssus qui reste sur les moules. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Et jusqu'à maintenant, c'était enfoui. D'accord, donc, c'était jeté, enfoui. C'était un Exactement. déchet non utilisé, quoi. Un coproduit de l'industrie mythilicole. Ouais. Et donc nous, avec notre société, on arrive, on récolte ce coproduit de l'industrie mythilicole. On extrait le byssus des autres éléments parce qu'il y a aussi de la coquille, de la matière organique. Donc on a inventé un procédé qui permet d'extraire le byssus des autres éléments. Et une fois qu'on a extrait le byssus, c'est comme un peu un producteur de laine qui va faire des balles de laine. Et bien nous, on fait des balles de byssus. Ouais, c'est assez fascinant. Donc ça suppose deux étapes, deux usines, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, c'est ça exactement. Donc là, pour le moment, on est en train d'industrialiser la première partie, donc la partie lavage finalement du byssus, extraction du byssus et mise en balle. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape de transformation. Donc c'est la transformation de ces fibres en matériaux textiles. Et donc en textile industriel. Et alors, vous en êtes où du développement? Je crois qu'il y a une usine à Cancane, une usine à Nantes. Elles ne sont pas encore construites. Vous en êtes où? Alors là, on est en plein dans l'industrialisation de l'usine de Cancale, donc sur le côté matière première. Et la partie de transformation textile, on la sous-traite et on loue une plateforme technologique qui est équipée des machines de transformation. Et donc, on passe notre matière sur ces plateformes technologiques. Donc, vous avez déjà des clients. C'est quoi les débouchés de ce textile, de cette matière textile? Alors, les débouchés de cette matière textile, donc pour le moment, notre cible principale, c'est les marchés de la mobilité, parce que les propriétés techniques des matériaux qu'on fabrique, c'est la légèreté, l'isolation thermique et acoustique. Et on a un matériau qui prend pas feu, donc qui est unifuge pour passer les normes, c'est plutôt cool. Donc, dans l'industrie du nautisme. Ok, on y retourne. L'histoire de marin. Ouais, c'est ça. Et puis ça marche aussi on peut aussi en mettre dans l'aménagement intérieur, dans les trains, dans les avions et tout sur les marchés de la mobilité, quoi. Ouais. Donc la demande, elle existe déjà pour ce nouveau textile, en quelque sorte, cette nouvelle matière textile. Oui, en fait, il se trouve que le monde change. De notre point de vue, pour la transition environnementale, il y a 3 grands enjeux. C'est l'agriculture, l'énergie et les matériaux. Et donc nous, on se positionne sur les matériaux. Merci beaucoup Robin Maquet et bon vent à Bisco. C'était passionnant de découvrir le byssus de moule qui devient un nouveau matériau. Peut-être que ça vous intéresse et que vous allez contacter Bisco. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Faites votre business. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne des Audacieuses et des Audacieuses. Salut.